Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Retrouvez ce matin sur la radio Taxi Presse de ce vendredi. Ce sera avec Abi Alpha Isotou, le patron du journal Le Rendez-vous, Ferdinand Haïté, le patron du journal Alternative, Loïc Lawson Flambeau des Démocrates et Tchanyao Aremiaou, le patron du journal Nouvelle Opinion. Nous reviendrons bien sûr sur les derniers développements de l'actualité avec la crise politique en cours au Togo, qui pour sortir le Togo du bourbier se demande encore ce matin l'éveil de la nation. On va aborder le sujet au moment où Faure Gnassingbé était cette semaine au Libéria en tant que médiateur dans la crise libérienne. Alors les manifestations de l'opposition la semaine prochaine, les 7, les 6, les 7, les 8 et les 9 novembre prochain, risque zéro désormais, c'est l'interrogation. Et le cas des milices, on posera le sujet clairement et puis on placera également un mot sur le congrès de Winir, une rencontre de refondation où, des incertitudes, les confrères reviendront donc sur le sujet. En studio avec mes confrères Abi Alpha Isotou. Bonjour Abi. Bonjour à ta rédaction, à toi-même, à tous les auditrices et auditeurs qui nous écoutent. Vous allez bien? Grâce à Dieu, je souhaite un bon Juma à toute la communauté musulmane, sans oublier un agréable week-end à tout le monde. Votre imam, il est là? L'imam, là où je prie le vendredi, oui, il est là. Il y a eu des coupures. Non, le mien, cette inquiétude n'est pas encore arrivée à Lomé. On espère que ça ne va pas arriver. Ça va se limiter seulement à ce côté. Ah, d'accord, très bien. Sinon, l'autre imam, le grand qui est de l'autre côté, il est dans des conditions, ça dira, de détention plus ou moins acceptables. Ah, celui qui est à Kara. Il est à la prison civile de Kara, oui. Ah, il se porte bien. Il se porte bien, oui. Parfait, très bien. Ça, c'est une bonne nouvelle que vous nous apportez ce matin. Bonjour, Tchanyao Aremiaou. Eric, bonjour. Bonjour à toutes et à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Un petit coucou à mes frères musulmans. Allez-y. Nous sommes aujourd'hui vendredi. Oui, bonjour à tous les musulmans. Bonjour Ferdinand Haïté. Bonjour Eric, bonjour à tous les confrères, bonjour aux amis, aux auditeurs, à tous ceux qui sont sur la plateforme Taxi Presse. C'est bien ça. Et puis, dans quelques jours, on va migrer sur Telegram pour être plus en sécurité de ce côté. Et ils savent ce qu'on est en train de dire. Alors, Loïc Lawson qui va aussi nous rejoindre quelques minutes à l'autre. Mais je voudrais qu'on aborde d'abord un sujet aussi important. Ferdinand, vous l'avez traité dans votre parution mardi, beaucoup plus avec ce qui se passe au niveau de l'UTB. Vous l'avez annoncé il n'y a pas longtemps, après votre révélation avec un gros dossier. Et vous nous apprenez cette semaine que le PDG Patrick Masralé a commencé par installer son empire à Kakovi, Kadevi et Darou Salim, qui sont à la retraite déjà un bon bout de temps. Ils sont ramenés et sont nommés directeur général adjoint de la BTCI et de l'UTB. Comment ça se passe finalement, que ce soit ici? Non, je ne peux pas le savoir, mais c'est juste une information que nous avons donnée. C'est vrai qu'il y a quelques semaines, nous avions eu à faire un dossier sur les mouvements d'humeur à l'UTB, oui, et la gestion qui en est faite du DG, le français Patrick Masralé. Et je vous informais que ce dernier a été même nommé PDG de la fusion des deux groupes. Vous savez que il y a un processus de fusion de l'UTB et de la BTCI. Et donc, il a été nommé président directeur général, comme on en a eu à l'OTR, oui, par exemple, avec Gaperi. Et donc, sous lui, il doit avoir des adjoints pour diriger les deux mamelles, c'est-à-dire que les deux... Un petit peu comme ce qui va se passer aussi au niveau de Togo Telecom et Togo Cell. Voilà, exactement. Je ne sais pas si ça continue là-bas, mais... Et donc, depuis quelques jours, ces deux agents ont été nommés et curieusement, c'est des anciens, des gens qui sont déjà à la retraite qu'on a ramenés pour le processus de restructuration. Donc, il y a M. Darou Salim, oui, que tout le monde doit connaître déjà, qui était ancien DG de la BTD, oui, ouais, qui était ancien DG de la BTD, qui est un membre influent de Unir Bafilo. Et puis il y a M. Akakovi Kadevi, qui était aussi à la BTD, qui était, je crois, son agent, ou qui a continué au Rabank avant d'aller à la retraite, qui est aussi membre Unir à Vaughan. Et donc, la question que nous sommes posées au vu de ces nominations, parce que selon plusieurs sources ou plusieurs informations, la gestion qui avait été faite de la BTD n'était pas aussi une très bonne gestion. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle à un moment donné l'État a dû
céder cette banque au privé. Et pourquoi on ramène ces gens-là aujourd'hui? Pourquoi ce sont des retraités qu'on ramène? Est-ce qu'on ne fait pas confiance aux jeunes cadres de banque qu'on a aujourd'hui qui sont là? Est-ce que bon, il y a plein de questions qu'on se pose, surtout la question des jeunes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que bon, on fait une politique pour les jeunes et qu'on ramène les vieux pour venir piloter des banques. Et donc, tout le problème est là. Moi, je pense que si on avait vraiment lancé un appel à candidature, comme on avait fait dans le cadre de l'ETR, des jeunes expérimentés, pleins d'énergie, pleins d'avenir pour ce pays, auraient pu déposer leur candidature pour piloter ces deux banques-là, plutôt que d'aller chercher incognito des gens qui étaient déjà à la retraite pour venir restructurer la banque. C'est comme si au Togo, quand on est membre du parti au pouvoir ou bien on a des affinités, on ne va jamais à la retraite, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu dommage, parce que quand j'entends des gens venir nous dire que bon, on pense aux jeunes, tout ça, mais les actes qu'ils posent sont contraires à la promotion des jeunes, moi ça me choque. Et j'ai entendu, vous me permettez d'extrapoler un peu, le ministre Payadoua Bokwesi qui était sur une radio qui dit oui, que leur politique c'est de penser aux jeunes. Moi j'avais 17 ans quand ce monsieur était pour la première fois ministre. Vous aviez 17 ans? Oui, j'avais 17 ans. Aujourd'hui j'en ai plus de 44. Vous voyez, et quand ce monsieur était ministre, j'avais 17 ans. Il était ministre des sociétés d'État et du commerce, quelque chose comme ça, dans le premier gouvernement, dans l'un des gouvernements de Kofigo. À l'époque, ils avaient créé un parti qu'ils avaient baptisé parti d'opposition avec le fondateur était M. Sogoyou et le parti s'appelait UTJ. Vous voyez, et c'est avec ce parti-là qu'ils sont allés au gouvernement et depuis ce monsieur n'a plus quitté les affaires. Vous imaginez, en 91 jusqu'à ce jour, et c'est déjà... Quand il est parti, il est revenu. Oui, mais il est allé à la salle, il s'est promené un peu partout avant de revenir. Et c'est des gens comme ça qui viennent vous dire que oui, nous pensons aux jeunes. Et donc c'est le même cas que ces vieux qu'on ramène aujourd'hui. Voilà, ces vieux qu'on ramène aujourd'hui à la BTCI, à la BTD, comme si dans ce pays, il n'y a pas de jeunes cadres valables, des gens qui ont fait de grandes écoles de banque pour pouvoir piloter nos banques. C'est pas normal. Voilà. Quelle est votre réaction, hein? C'est vrai que ce sujet, on l'a abordé la dernière fois ici, mais là, avec la confirmation de ces directeurs généraux adjoints au niveau de BTCI et UTB, est-ce que ça ne montre pas quelques failles dans la gouvernance finalement de ceux qui sont à la tête du pays? On fait du neuf avec des vieux. Oui, tout à fait. Ma réaction, je crois qu'elle ne doit pas surprendre ceux qui nous écoutent, puisque lorsque les gens étaient allés à l'OTR dans ce pays, nous avons salué quand même qu'on soit allé à l'OTR, mais nous n'étions pas parmi ceux-là qui pensaient qu'il fallait mettre un étranger, excusez-moi l'expression, un étranger à la tête de l'OTR. Aujourd'hui, nous avons senti que la raison était de notre côté, puisque on a vu comment Gapeli est parti. Oui. Et aujourd'hui, c'est ADJ qui pilote l'OTR. Et je crois que depuis qu'ADJ est là, les gens, ceux qui opèrent dans le domaine du port, ceux qui sont concernés beaucoup plus par la douane et les impôts, je crois que les gens sentent quand même qu'il y a un mieux aller et qu'on fait beaucoup plus mieux que lorsque Gapeli était là. L'expérience est en train d'évoluer. Entre-temps, on parlait de Togocom et ça nous donnait des idées qu'on veut faire la même expérience. Nous avions eu, bon, peut-être que ce n'était pas officiel, officieusement les gens faisaient cas de ce qu'on irait importer encore un blanc à la tête de cette structure. Et heureusement, aujourd'hui, je crois que les choses vont quand même beaucoup plus mieux puisqu'il y a eu un PCA que les Togolais connaissent et qui a de l'expérience et qui n'a pas été comme un débarqué dans le domaine. Donc, Taïrou Balbiem qui est là, on attend de voir si les gens vont continuer dans leur démarche d'aller fusionner Togo Télécom et Togo Cellulaire pour faire Togocom. On verra ce qu'ils mettront comme PDG. Et la même expérience, elle s'élargit où aujourd'hui, la semaine dernière, notre confrère nous parlait d'une fusion au niveau de l'UTB et de la BTCI. Et je crois qu'au Togo... Elle se matérialise aujourd'hui. Elle s'est matérialisée. Au Togo, il ne nous reste que ces deux banques, si j'ai quand même connaissance de la chose. Et dans un pays où toutes les banques sont privées, et qu'il ne reste que deux banques d'État, et que l'État même se donne le plaisir, moi j'appelle ça un vilain plaisir, d'aller amener un expatrié et de mettre à la tête de ces deux banques-là qu'on est en train de fusionner. Et au lieu même d'encourager la jeunesse, puisque dans les discours au Togo,
tout le temps que les gens ont le micro pour faire les discours, ils parlent quand même de la promotion de la jeunesse. Ils disent que tout est aujourd'hui, c'est-à-dire c'est vers la jeunesse que tout est orienté. Effectivement, comme le confrère le dit, lorsque vous voyez ce qui se fait à travers les nominations, que ce soit dans le gouvernement, que ce soit même à la CENI, un peu partout, tout ce qui se fait aujourd'hui, vous sentez que les gens sont en train de prendre du vieux pour relooker, pour dire que ce sont des jeunes qu'on est en train de promouvoir. Et là, Darou Salim, nous avons vu tout le temps que Darou Salim a passé à la tête de la BTD et puis finalement devenu Ora Bank et il est parti à la retraite. Je ne trouve pas qu'il y ait encore quelque chose que Darou ait approuvé. Qu'on aille le chercher encore et qu'on vienne le positionner comme étant directeur de la BTCI, UTB. C'est tout triste. Et quand on cherche un Akapo, moi je ne sais pas où il a servi, mais je ne trouve pas normal qu'on aille prendre des retraités pour leur donner du boulot. Quand des jeunes diplômés peut-être mieux que ces gens-là sont sur des étudiants, quand des jeunes mieux diplômés que sont à la traînée et que tout le temps ils passent de bureau en bureau pour commander. C'est tout triste. Est-ce que c'est un fait nouveau en réalité dans le pays? Mais si c'est pas un fait nouveau, beaucoup de cas que vous avez oui, dans la même si c'est pas un fait nouveau, nous, notre rôle, c'est de continuer par dénoncer ces faits pour que ceux qui ont quand même la manette de prendre des décisions, ils essayent de changer parce que ça ternit l'image du pays de l'extérieur quand on voit que ce sont les vieilles personnes qu'on prend tout le temps pour relancer les choses quand on dit qu'on veut faire de la nouveauté. Alors, il y a cette réaction de l'économiste Thomas Koumou sur sa page Facebook ce matin, justement à ce propos. Il dit lorsqu'on se rend compte que pour la conduite de la fusion de deux sociétés d'État, que sont la BTCI et l'UTB, nos gouvernants nomment à la tête de cette future fusion M. Patrick Mastrelé comme PDG, M. Kakovi Kadevi comme directeur adjoint BTCI et M. Darou Salim comme directeur adjoint UTB, précédemment cadre de l'ex-BTD, à la retraite. On ne peut qu'être en admiration devant une telle gouvernance. On comprend que ça veut dire l'ironie. Bonjour Loïc Lawson. Bonjour mon frère. Vous allez bien? Oui, ça va. Bonjour à tous les grands citoyens d'État qui sont à l'écoute. Très bien. Abi Alpha, quelle est votre réaction quand vous apprenez ce genre d'informations finalement? Il ne s'en prenait pas un premier coup d'essai quand même, hein? Oui, je crois qu'on n'est pas au premier coup d'essai, mais le tout premier coup d'essai, qu'est-ce qu'il a donné? C'est là qu'il faut partir. Moi, je pense que, d'abord, je vous le dis toujours ici, que les gens sont tombés en faillite partout, même dans la garde de l'argent, ils sont débrouillés pour tomber en faillite. Comme solution à cette faillite, ils n'ont trouvé mieux que des expatriés pour les tirer d'affaires. Bon, maintenant, on met à la tête d'une fusion de deux banques qui sont les bienvenus. Maintenant, moi je me rappelle quand M. Darou Salim, qui était né de chez moi, il gérait je crois bien la BTD. Pendant qu'il était là-bas, les autres banques tombaient une à une, à commencer par la BTCI. Ça faisait croire que lui, sa gestion allait mieux. J'étais parmi ceux qui estimaient que apparemment lui, il arrivait à s'en sortir jusqu'au jour où on prenne aussi cette banque pour transformer à ce que c'est devenu aujourd'hui. Donc, qu'elle fasse actuellement partie de Ora Bank, ça veut dire que quelque chose n'a pas fonctionné quelque part. Et qu'actuellement, pour solution, on amène un expatrié qui... Aujourd'hui, on ramène, excusez-moi Abi, mais vous semblez tous dire que pourquoi est-ce qu'on ramène des gens qui sont à la retraite? Ça doit dire qu'on n'a pas une jeunesse qui est déjà prête pour quand même assurer la relève. Bon, est-ce que c'est question de jeunesse? Je crois que ici, quand tu regardes toute la machine, puisque c'est les mêmes habitants qui rôdent à l'intérieur, c'est normal qu'on ne peut s'en servir que des mêmes pièces. La promotion, ça ne se fait pas au hasard, au RPT-UNIR. Je crois que les Darou Salim, si on estime qu'il a fait des miracles dans sa première gestion, ou qu'on ne peut pas s'en passer de lui, j'estime que les Darou Salim dans RPT-UNIR, il doit en avoir. Ça dire au sommet de toute une république par rapport à la gestion de l'argent.
si à l'heure actuelle, on est obligé de procéder ainsi, c'est vraiment un aveu d'échec. Un aveu d'échec quand tu vois, parce que quand même si la gestion a partagé du paradis aux gens, je ne vois pas ce qui peut justifier ces allers-retours. Daro Saline, je ne sais pas sur quelle base, mais bon, quand tu regardes même chez lui, au niveau de sa préfecture, il est, je crois savoir, à moins que je me trompe, le point focal du RPT INIR là-bas, mais il est toujours en porte-à-faux avec tout ce qu'il dirige. Ouais, je crois que la dernière sortie où l'argent est sorti pour aller gérer là-bas, c'était un détournement. Jusqu'à présent, on n'a pas pu faire la lumière sur comment l'argent a été géré. C'est vous qui avez donné l'argent pour pouvoir faire la lumière. Ce n'est pas moi, mais à partir du moment où, dans ma préfecture, il y a des gens aussi qui se revendiquent de UNIR. Et qu'à un moment donné, UNIR a senti le besoin de financer des activités. Il faut que ça arrive à titre de droit, mais les autres cas se sont toujours pleins au niveau de des réunions des ressortissants. Il est toujours dos au mur par rapport aux autres. Donc moi je pense que, en tout cas, ceux qui l'ont ramené là-bas, c'est ceux qui savent ce qu'ils attendent. Mais moi je n'attends pas grand-chose. D'accord. Et puis sans vouloir trop parler de chez moi, il a géré je ne sais pas combien d'années la BTD actuellement là-bas. Il n'y a même pas une seule banque qui a un petit, c'est-à-dire une petite agence à Soli. À Soli, c'est quand même une ville coloniale. Et que quelqu'un de 10 milliers est géré là-bas pendant plus de 10 ans, une banque, et que même il n'y a pas un kiosque comme ça, pour qu'on puisse ouvrir, quand quelqu'un veut ouvrir un compte bancaire aujourd'hui, il va à Kara ou bien il vient à ce côté. À moins que je me trompe, je crois que M. Daron nous écoute. Donc quand moi je regarde ça, je me dis, bon, qu'est-ce qu'ils font ce recyclage au sommet? Bon, c'est un recyclage. C'est un recyclage, ça c'est clair. Quand on te démain, il faut savoir se taire, il faut savoir faire la courbette. Et puis tu as la chance de revenir aux affaires. Loïc Lawson, est-ce qu'on peut parler de recyclage finalement des vieux qui sont partis à la retraite qu'on est en train de faire revenir? L'affaire des vieux qu'on peut ramener ou qu'on ramène de la retraite, je fais partie de ceux qui ont toujours condamné cela. Parce que je fais partie de ceux qui pensent que les jeunes, on doit leur donner une chance de pouvoir s'exprimer, encore qu'ils ont les diplômes, ils ont les canons nécessaires pour pouvoir comment vous appelez ça, faire développer les choses dans le pays. La jeunesse dans ce pays a énormément de potentialité. Ça, j'y crois. Je sais. Mais maintenant, quand tu prends le processus en soi de privatisation de ces deux banques, là, je mets quelques bémols dans ce que les confrères ont dit. Parce que je fais partie de ceux qui pensent, quand tu prends les deux banques qu'on est en train de fusionner, depuis toujours, qu'elles ont existé de Kanikatoa à, je ne sais pas, Darou qui est parti, est-ce que la gestion de ces banques ont été bonnes? Non. C'est pourtant les Togolais qui ont commencé jeunes, qu'on a mis à la tête, les Kanikatoa et consorts, ils ont foutu du bordel. Les banques là, on sait ce que ça a donné, la BTC, c'est que ça a donné. Et donc il y a que des blancs qui puissent gérer. Donc non, parfois tu sais, c'est aussi cela, la vérité. Nous sommes face à une réalité. Voilà, on fait la promotion des compatriotes. Je fais partie de ceux qui pensent que c'est les compatriotes qui doivent être là. Mais voilà les compatriotes qu'on a, qui sont chevronnés plus ou moins, ou qui ont l'expérience de la banque. Parce que la banque, il faut de l'expérience. Qui sont allés, ils ont conduit les banques en faillite. Avec l'aide de l'État aussi, hein. L'État est complice. Parce que l'État aussi allait... Oui, parce que les gens se demandaient comment est-ce que la faillite est arrivée. Oui, l'État est complice. La faillite est venue parce qu'on fait des prêts aux gens qui ne payent pas, qui ne remboursent pas. Je parle de prêts, je parle pas de petits prêts de 100 millions, en milliards. Quelqu'un a pris 1 milliard à l'UTB. Je viens. En milliards. C'est sans garantie. Ouais, sans garantie. En milliards, les gens font des prêts. Rappelez-vous, il y avait la résidence des cocotiers avec Christian Dervieux. Oui. C'était des milliards qu'on a passé avec l'UTB. À l'époque, avec la complicité du ministre des Finances de l'époque, le monsieur a pris l'argent, après il est parti. Oui. Vous comprenez? C'est ce qui amène nos banques à la faillite. Maintenant, quelque part, il faut une main assez dure. C'est ce qui se passe un peu actuellement au Sénégal. Ils ont mis aussi un expatrié à la tête d'une banque de l'État. Et Mastrele, tu l'aimes ou tu l'aimes pas, allez voir son parcours, c'est un banquier chevronné. Il a fait ses preuves. Quand la BTD était complètement KO, quand ce monsieur est venu, il a pu la redresser
il y a eu la fusion avec Orabank. Aujourd'hui, je vais vous dire, et ça va surprendre beaucoup de gens, c'est pas contrairement à ce que les gens pensent qu'au banque, non, c'est Orabank qui est la meilleure banque. Si quand tu prends, selon certaines ratios, que les banquiers regardent, la commission bancaire regarde, c'est Orabank la meilleure banque du Togo, en bonne santé. C'est la meilleure. Oui. Et c'est Mastrelé qui a fait ce boulot en tant que PDG du groupe à l'époque. Il a fait ce boulot. Aujourd'hui, l'État sent qu'il a besoin de quelqu'un qui a la même force, chez qui un ministre n'ira pas dire passez-moi de l'argent. Un avocat de l'État. Aucun ministre n'ira dire à un patron de banque non, mais c'est ce qui se passe. Non, s'il n'y a pas de couvert de l'État. Justement, c'est que je vous dis là où je vais en venir. L'État lui-même qui fout. Là où je vais en venir. Non, laisse-moi finir mon raisonnement. Allez-y. C'est que j'ai dit. On met un expatrié comme Mastrelé qui a fait déjà ce peu au Togo, au Sénégal, un peu partout. Quand demain, quelqu'un viendra pour un prêt, Mastrelé demandera des garanties. Mais je ne sais pas qui cette personne est au Togo qui viendra demander un prêt sans qu'il donne de garantie. Comment on a vu passer avec les anciens? C'est l'État. Mais l'État, c'est la banque de l'État. La banque, avant tout, elle est pour l'État. L'État est le plus gros actionnaire. Mais si c'est l'État qui demande, l'État c'est autre chose. Lui, employé de l'État, il ne peut pas s'opposer à l'État. Mais nous ici, ce que nous dénonçons, c'est les prêts des particuliers, les copines, les copains qui ont fait des prêts. Tu comprends? Qui ont fait des prêts en milliards. Mais pourtant n'ont pas pu payer. Ça, c'est pas l'État. Bien. Bon, très bien. Oui, vous voulez répondre à peu près. Hein, oui, non, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt les explications du confrère Loïc. Quand vous le suivez, a priori, il a raison. Nous sommes dans un État où la corruption est devenue une grande gangrène. On parle aussi de clientélisme. Et le clientélisme et tout ça là. Mais posons-nous la question, jusqu'à quand allons-nous continuer par nous amuser? Où nous sommes une république, nous apprenons à être autonomes et nous agissons conséquemment. Quand les gens tiennent les discours, que ce soit le président de la République, le premier ministre, les DG, tous ceux qui sont à l'action aujourd'hui au Togo, quand ils sortent, qu'est-ce qu'ils disent? Nous luttons contre la corruption, nous voulons la bonne gouvernance, nous voulons tant. Et donc, lorsque nous, au Togo, on veut faire la bonne gouvernance, alors, qu'on aille prendre des premiers ministres expatriés pour qu'ils nous apprennent la bonne gouvernance. Puisqu'on nous dit aujourd'hui que le Togo, c'est essayé par toi. On ne parle pas de ça. Écoute, quand tu parlais, je me suis tué. Quand tu parlais, je me suis tué. Je ne mélange rien. C'est-à-dire, la bonne gouvernance, c'est une autocensure qu'un État doit se donner. Lorsque vous amenez l'expatrié... C'est-à-dire que les mêmes chances qu'on donne aux expatriés, il faut si on veut, on peut mettre un Togolais, et qu'il ait 30 ans ou 50 ans ou je ne sais quoi, qui a la capacité, il suffit de lui sommer, qu'on lui insouffle les bonnes manières, rien ne se passera à la Il n'a pas le pouvoir. C'est quoi? Qui sait ça s'est passé au Sénégal la semaine passée? Je t'explique un cas qui s'est passé au Sénégal la semaine passée. Non, qu'on parle c'est un modèle. Moi, je voudrais que le Togo apprenne à se démarquer. Ce n'est pas parce qu'au Sénégal on a amené un expatrié qu'il faut que toute l'Afrique prenne des expatriés pour avancer. Moi je dis que nous avons des compétences. Et donc quand tu dis que lorsque les gens veulent faire des prêts, ils n'ont aucune garantie, ils viennent, on leur donne l'argent, les copines viennent prendre l'argent. Ça veut dire que quelque part, il y a une défaillance. Et c'est cette défaillance, celui qui autorise. C'est ce qu'on appelle le copinage. Non, oui, voilà, il faut arrêter ça. Voilà. Mais jusqu'à quand nous allons importer des gens? Il faut nous importer nous importons à manger. Nous importons tout. Jusqu'à nous allons à l'école, nous allons importer l'intelligence jusqu'à quand? Maintenant, il y a une fois l'autorité, du point de vue pour ordonner les Togolais à se conformer au nom. J'ai dit, non, je veux finir. Pour finir, laisse la grâce de Dieu. Je suis surpris qu'aujourd'hui, c'est toi qui dénonce avec véhémence. Moi, je suis un journaliste juste. D'accord. Lorsque c'est bon, j'ai dit. Quand c'est mauvais, j'ai dit non. Je ne vois pas le rouge. Le choix entre. Quand vous voulez défendre Mastrelé, moi, j'ai dit que le choix peut faire. Laisse tomber. Ce n'est pas une question de défendre. Nous donnons des arguments. C'est ça qui convainc les gens qui nous écoutent. Tu comprends? Quand on va chercher des retraités pour remplacer, pour nous mettre en direction, comme directeur des DGA, alors qu'il y a des compétences catalytiques dans les banques qui peuvent monter, ça, j'ai dit, c'est grave. Mais quand on amène des blancs, c'est bon. Mais quand, pour essayer, parce qu'il faut chercher à comprendre, pour essayer de maîtriser ou bien de maîtriser le désordre au niveau de la banque, parce qu'on est dans un pays où le pôle de décision, tout le monde est chef,
tout le monde vient dire, moi je suis tel, et il vient et réclame tel prêt. On amène un expatrié, il saura leur dire non. Moi je suis là. Mais c'est vrai, ceux qui l'ont amené, il ne dira pas non. Ceux qui l'ont amené, il ne dira pas non. Merci. Ceux qui l'ont amené, donc lui, il ne dira pas non. Attendez. Merci. Les deux confrères, ce n'est pas un dialogue. Moi, je vais dire ceci. Je crois qu'il faut voir. S'il vous plaît, il faut voir la situation d'une façon plus élevée. Moi, je fais une observation ramassée de l'environnement moral et économique de notre pays. Quand tu observes notre parcours, tu verras que cette histoire d'expatriés, blancs ou bien je ne sais pas quel étranger de quel pays qu'on amène pour gérer, souvent c'est à la tête de régie financière. Quand on a amené le Rwandais, d'Apéry, c'est par rapport à la gestion de la douane et des impôts. Ça fait deux régies financières très importantes. Je vous disais toujours ici qu'à un moment donné de notre parcours, la douane seule fournissait les 80% des recettes du pays. Donc, quand on a voulu trouver une solution là-bas, c'est un étranger, on a vous m'excusez. Après, maintenant, c'est au niveau des banques. On cherche une solution, on amène un étranger. La banque aussi, c'est argent. On va au niveau... entre-temps aussi, je ne sais pas si le projet est déjà... n'est-ce pas, c'est-à-dire oublié ou bien si c'est en cours dans les télécoms. Vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, Togocel, disons les communications, ça fait partie des secteurs les plus porteurs en termes d'entrée de devises pour l'État. Voilà 3 structures. Tout se résume à l'argent là-bas. Et quand on veut chercher solution, c'est étranger, on amène. Vous comprenez? C'est la preuve de la décadence morale au sommet d'une république. Les gens ont géré, c'est toujours les mêmes, une république pendant 50 ans. Et ils n'ont pu imprimer aucune valeur morale par rapport à comment on gère les biens de tout le monde. C'est une faillite. Jusqu'à ce que le poisson pourrisse par la tête et que pour trouver une solution, on n'a plus personne, confiance à personne dans l'environnement immédiat. Il faut aller chercher quelqu'un qui a une autre peau. C'est à ça que ça se résume. C'est-à-dire c'est le fruit, c'est le résultat d'une défaillance morale, de l'absence d'une certaine impression de la chose publique, de la bonne gestion de la chose publique. Quand tu regardes, c'est à ça que ça se résume. Je vous disais toujours qu'aussi longtemps qu'on est avec ces messieurs, un jour la mer va devenir du pétrole, ils vont vendre, ils trouveront faillite. Tout comme ils ont vendu la terre à PME, phosphate. Je parle de la terre parce que quand tu vas là-bas, c'est pourquoi les techniciens appellent cette zone-là le phosphate à ciel ouvert. Oui. Le phosphate qu'on commence pas à creuser à peine 1 mètre de cavage de la terre. Donc, on ne va pas loin pour le chercher. Ailleurs, il faut aller à des centaines de mètres pour prendre le phosphate. Par exemple, le phosphate carbonaté qu'on a vu actuellement, il est plus en profondeur, à plus de 100 mètres. Il faut une technique plus élevée. Mais le phosphate qu'on a géré là depuis les indépendances jusqu'à présent, là, et qu'on a récolté faillite, c'est à ciel ouvert qu'on le cave. Et vous comprenez? Et les gens sont débrouillés pour ramasser faillite. C'est normal qu'ils gênent les banques et qu'ils tombent en faillite. Puisque au sommet même, il n'y a aucune valeur morale comme ça qui guide la République. Merci beaucoup à Abi Alpha. Ferdinand Haïté. Moi je pense que d'abord, sur le principe même, après plus de 60 ans, presque 60 ans d'indépendance, de faire venir un expatrié pour gérer nos banques, nos régies financières, c'est une insulte à l'intelligence des Togolais. Les Togolais, est-ce que c'est une insulte à l'intelligence des Togolais? C'est une insulte. Loïc disait... C'est une intelligence pour la simple raison que les Togolais ont... Il y a des compétences, des potentialités dans ce pays. Le problème, c'est, Abi vient de l'expliquer, c'est l'environnement pourri du pays qui fait que des gens, à un moment donné, ne peuvent résister à rien ou deviennent corruptibles. Je donne un exemple. Rien ne prouve aujourd'hui que ce blanc n'est pas en mission commandée. Dans le dossier que nous avons publié il y a quelques semaines, nous avons bien dit dans le dossier que c'est la fille du blanc qui livre les ordinateurs à la banque. C'est déjà un conflit d'intérêt. Quand pour ta plus. C'est sa fille? Oui! C'est sa fille qui livre les ordinateurs, ils font de la surfacturation. Oui, mais ça, elle a gagné le marché. Même pour ça, le Saint-Bank a écrit, comment vous appelez ça, à l'ARMP, oui, pour attirer l'attention de l'ARMP, que c'est la fille du DG qui livre, du PDG qui livre les ordinateurs et qu'elle fait de la surfacturation. Plus grave, dans cette lettre que moi j'ai eu copie, le Saint-Bank dit qu'il y a eu un appel d'offres pour revoir tout le système
Informatique. Non, je ne sais pas comment se dire. C'est un truc de télécom. D'accord. Tout le système réseau. Ah, Voilà, des agences des 54 agences de UTB. Togo Télécom a gagné le marché à moins de, je ne sais pas, 30 quelque chose de millions. Le blanc revient, il remet le marché en cause, il donne ça à une société française à plus de 150 millions. On a ça. Donc, rien ne prouve que même ce blanc va résister aux pressions ou va bien gérer la boîte. Aujourd'hui, là où nous sommes, personne ne sait les dégâts que Gaperi a causés avant de partir. Les gens ont caché les dossiers, c'est des dossiers d'État. Mais on sait que les Gaperi, avec le réseau qui les a amenés, ont sorti beaucoup d'argent de ce pays. Personne ne sait où ils ont porté cet argent. Donc, moi je pense que même si il y a eu des faillites par le passé, c'est le fait que les gens ont refusé de lutter contre la corruption, d'arrêter les gens, de punir les gens. Moi j'ai toujours dit dans ce studio que sous Faure Gnassingbé, on a plus volé que les 38 ans de Yadema. Mais on n'a jamais arrêté personne. Les gens sont là, ils sont dans les rues, ils ont les maisons, ils ont les voitures, ils larguent les gens et personne ne les inquiète. Et donc tant que vous gérez la République comme ça, vous pouvez amener un blanc, il va vous dire oui, ce blanc là qui l'a amené. Il dit aux employés là-bas à l'UTB que lui il a les pieds solides à l'OB2. Ça veut dire que la pression viendra de l'OB2, il cédera. Il cédera. Est-ce que le tout aussi n'est pas ça? Tu vois, en conclusion, parce qu'il faut voir les choses, il ne faut pas voir les choses de manière comme ça superficielle. En conclusion, ça veut dire quoi? Parce que toute l'analyse que Ferdinand fait, c'est ce qu'on a toujours dit et dénoncé ici. Maintenant, on dit, oui, c'est le système. Donc, il y a un système qui est là. Qu'on mette, ça veut dire quoi? Qu'on mette le Togolais. Je viens. Voilà. Vous voyez que le problème est ailleurs. Vous voyez que le problème est ailleurs. Il ne faut pas faire en fait une problème de personne parce qu'aujourd'hui tu prends le plus jeune Togolais. Je viens. Ça veut dire que tant que le système, s'il te plaît, tant que le système est ainsi, je viens. Tant que le système est ainsi, tu amènes le plus jeune Togolais chevronné, on va avoir quoi? Le même résultat. Parce que pendant toujours. Pendant longtemps, parce que pendant longtemps, tout ce qu'on a eu comme cadre ou dirigeant de ces banques, ce ne sont pas des étrangers. Non. Ce ne sont pas des étrangers. Et on a connu, on a connu la faillite. Maintenant, on a mis. À qui aujourd'hui? Non, j'ai dit ça dès le départ, j'ai dit c'est l'État parce que tous les copines, les copains, tout le monde allait faire des prêts comme il veut. Maintenant, il faut arrêter l'hémorragie. Attendez de juger la banque par rapport aux résultats. Quand une commission bancaire vient dans une banque pour évaluer, c'est par rapport au résultat qu'on juge. On ne juge pas par rapport à la personne. Il est blanc ou bien il ne l'est pas. Je viens perdre. Le résultat de la banque. Et quand on parle de résultat, je vous ai dit, ce monsieur, moi, c'est que je sais, c'est que ce monsieur, quand il a pris la BTD, elle était à terre, il a redressé, on a fusionné, on est devenu au bac, il a eu ça, c'est des résultats. Quand il est venu à l'UTB, avant qu'on le mélange aujourd'hui l'UTB, il y avait des problèmes pareils. L'UTB était beaucoup plus en bonne santé que la PTC, ça il faut le reconnaître. Mais pourtant, quand il est revenu, le salaire des employés, depuis longtemps, on refusait de leur augmenter tout ça. Quand il est venu un an après, il y a eu des résultats, il y a le chiffre, il a revu cela, il a essayé de revoir un peu le salaire des employés. Oui, il a eu des résultats. Moi, je ne parle pas à l'air, je ne veux pas juger les gens à l'air. Il y a eu des résultats. Oui, il y a encore. Maintenant, les gens, si les autorités trouvent que. Non, si l'autorité trouve que, ben écoute, il y a eu résultat. On veut fusionner. Maintenant qu'on veut fusionner, vous savez, ces choses-là, ça ne se fait pas aussi à l'air. Il y a souvent les institutions de Britain mettent leur nez dedans et regardent dedans. Et quand on veut fusionner, on dit, bon, écoutez, si ce monsieur a fait des résultats à ce niveau, il a pu regresser et qu'il a eu déjà une expérience par le passé, on le met. Où est le problème? Parce que tant que ça peut régler un problème, allons-y, parce que par le passé, nos compatriotes qui sont là-bas ont toujours foutu le bordel. Je rappelle que ce monsieur est payé à 24 millions par mois, plus tous les autres avantages qu'il a. Si vous faites 24 millions par mois sur l'année, vous avez le salaire qu'il a, plus tous les avantages, villa, logé et tout, les billets d'avion classe à faire à chaque fois qu'il voyage. Quand vous faites le calcul, vous imaginez un peu, vous avez un peu une idée de ce qu'il ramasse par an. Pendant que nous avons un pays dans lequel il n'y a pas de scanner dans les hôpitaux, il n'y a pas d'amphi dans les universités, on a toujours évoqué l'affaire de scanner, d'amphi, parce que la gestion d'un État, c'est l'usage optimal des ressources disponibles. C'est comme ça. Si on peut gagner un peu d'argent sur son salaire et aller équiper un hôpital, pourquoi pas? Parce que si vous amenez quelqu'un et vous le payez 24 millions pour redresser une banque, alors que le Togolais qui était avant gagnait 5 millions, il y a quand même un problème. Donc moi je dis, ce n'est pas bien qu'après les indépendants, parce que si on se plaint aujourd'hui que nous utilisons le CFA, pourquoi on ne doit pas se plaindre que les Blancs viennent gérer notre argent? Notre argent, c'est quand après les indépendances. C'est ça.
Nous sommes en Afrique et le Togo est un pays d'Afrique. Oui, Quand j'ai bien sûr. écouté Loïc, je crois que on n'a qu'à avancer. Je rappelle comme ça. aussi que celui qui Attendez. a créé EcoBank et que la banque est devenue banque internationale, c'est Togolais. Non, laisse, je C'est pas lui qui l'a dirigé. Oui, écoutez, Non, il écoutez. a créé, mais il n'a pas dirigé. J'ai la parole Allez-y. ou je ne l'ai pas. Allez-y, nous avons 2 minutes. Nous sommes en Afrique et le Togo est l'État de l'Afrique. Oui. Et donc, Bien sûr. avançons ainsi. Puisque l'Afrique est résolue à ne pas prendre ses responsabilités. Non, on parle du Togo. Ah, non, oui, je parle de notre continent. Ce n'est pas au Togo. C'est pas tout le Togo. Tu as donné l'exemple du Sénégal. C'est pas vrai. Tu as donné l'exemple Oui, du mais Sénégal. c'est un bon exemple. On me dit que C'est un le bon Sénégal exemple. est pourri. Ne perds pas le temps, allez-y. Non, Allez-y, je allez-y. sais pas. Loïc, on ne fait pas. Le Sénégal est bon élève. C'est pas un dialogue. On n'est Allez-y, pas au allez-y, dialogue allez-y, ici. oui. Et donc, laisse-moi aller au bout de mes idées. Nous sommes en Afrique et nous avons vu ce que Gaperi est venu faire à l'hôtel. Il est venu bomber nos caisses. À l'époque, tu as Gaperi. À l'époque, tu as encouragé Je ça. n'ai pas encouragé Gaperi. Je n'ai jamais encouragé Gaperi, mais j'ai écrits sont encouragé là. l'hôtel. Tes écrits sont là. Mes écrits sont là, on peut les juger. Je n'ai jamais encouragé la venue de Gaperi, mais j'ai encouragé la venue de l'hôtel. Et donc, comme Gaperi est venu, il a un bon cursus. Tout comme on a parlé du blanc, Maître-Lé ou quoi, comment vous l'appelez? Et donc, comme Maître-Lé a un bon cursus, Gaperi aussi avait le sien. Tu as vu ce que Gaperi a fait? Non, il nous a bombé nos caisses. Et je sais qu'avec le blanc, d'ici l'année prochaine, nous serons encore à ce plateau pour dire combien il a bombé nos banques. Il faut juger. Vous voyez, non? selon Donc, les résultats. avançons. Voilà, il Nous, faut juger on est selon au les Togo. résultats. Nous allons toujours, lorsqu'il s'agit de gérer et d'assainir nos finances, on va importer des blancs, parce que c'est eux seuls qui peuvent résister à nos tentatives de corruption. C'est eux seuls qui peuvent, et le Togo ne peut pas s'insuffler une rigueur pour contrecarrer tout cela. Donc, avançons. Monsieur, Avançons. monsieur, merci. Une Non, non, seconde, non, une non, seconde, on a plus de temps. le technicien le permet. Tu sais, par rapport au salaire, je vais dire un mot. Vous savez, encourageons au Togo. Si ce blanc part et que ça on amène un Togolais, si on lui perd 30 millions, produisons ça. Les Togolais, il est temps qu'on paye bien. Non, je sais, il est temps qu'on paye bien les Togolais. Non, arrêtez de dire quand le salaire de quelqu'un est gros, que ça ne fasse pas trembler. Ailleurs, les gens prennent des gros salaires et ils font du bon boulot. Il faut qu'on encourage ça au Togo. Les bons salaires, moi je le souhaite pour les Togolais en millions. C'est ce que je souhaite. Merci beaucoup Loïc Lawson, Fabrice, Abi Alpha, Tchanewa Remiaou, Fergina Haïté, merci. Nous marquons une pause 15 minutes pour le journal avec Jean-Marie Leblanc. Juste derrière, on se retrouve à midi pour la seconde partie de Taxi Presse. Oui, je t'ai lancé, mais tu écoutes qui sont en train de parler, donc on va tenir le micro. Retour en studio pour la seconde partie de Taxi Presse avec Abi Alpha Isotou, le patron du journal Le Rendez-vous, Ferdinand Haïté, le patron du journal Alternative, Loïc Lawson Flambeau des démocrates et Tchanewa Remiaou, le patron du journal Nouvelle Opinion. On va aborder un autre sujet. Je souhaite qu'on aborde la crise politique au Togo. On va commencer par le congrès de Winir. C'était le week-end dernier dans la ville de Tchéli, une rencontre de refondation pour certains, des incertitudes pour ceux qui sont un petit peu loin du parti. Comment est-ce que vous appréciez cela, Loïc, puisque dans votre journal hier, vous parlez d'un parti complètement relouqué? Oui, bon, c'est ce qu'on a remarqué. Moi, je n'étais pas attiré personnellement. Mais bon, tu sais, pour un parti qui revient, après 5 ans, on a longtemps attendu ce congrès. Le congrès n'est jamais venu, il y a eu plusieurs reports. Finalement, ils se sont décidés avec la montée un peu tonitruante du PNP et des marches. Je crois que le parti a été un peu secoué et ils ont compris qu'il fallait vite s'organiser parce que le terrain est déjà occupé par l'opposition en intégralité, selon les responsables du parti. Et il faut mailler le territoire. Et, maintenant, est-ce que vraiment le territoire est maillé? Parce que je me dis, on ne peut pas mettre 5 ans pour arriver à un congrès et en sortir avec un bureau manchot. Un bureau manchot? Ah oui, le bureau qui est incomplet aujourd'hui. Ça, je n'ai pas compris. On ne peut pas mettre 5 ans pour préparer un congrès. Mettre tous les moyens. Tu as vu le Bataclan, comment c'était fait. Et on finit. Les deux grandes parties où il y a plus stratégique du pays, Kara, Lomé. Et on me dit qu'on n'a pas pu trouver des personnes capables de mailler ces zones-là. Est-ce qu'on a dit qu'on n'a pas trouvé des personnes ou on a laissé ça à la charge du président de la République de choisir? Non, mais là, qui a choisi les autres? Tu crois que c'est le congrès en réalité? Oui, c'est ce qu'on nous a dit. On sait comment ça se passe. Non, c'est des gens qu'on a proposés. Il n'y a pas eu quelqu'un qui pour le contester.
c'est un peu comme ça se passe. Mais moi, c'est mon inquiétude. Et pour moi, si ces deux zones n'ont pas pu trouver quelqu'un, ça veut dire qu'il y a toujours problème à unir. Parce qu'à mon avis, si on n'a pas pu trouver quelqu'un pour les mettre, pour en tout cas cerner Lomé, cerner Kara, ça veut dire qu'il y a toujours un problème. Il y a toujours un problème de confiance, un problème aussi de stratégie, en tout cas, de renard politique capable d'être populaire et de mobiliser dans ces zones. Parce que j'ai toujours dit dans ce studio que Faure est entouré des gens impopulaires. Et il lui faut des gens capables de mobiliser. Et quand tu prends Lomé, pour Lomé occupé par l'opposition à plus de 90%, pour trouver quelqu'un qui peut renverser la tendance, il faut se réveiller très tôt. Ce n'est pas le gars du boulot. Quand tu prends Kara, qui en réalité grogne, mais n'arrive pas, les gens n'arrivent pas parce qu'il y a un militaire, et les gens... Le préfet, il y a un militaire comme préfet qui fait peur aux gens, et les gens n'arrivent pas à manifester. Dans cette zone, on dit, les gens grognent en silence. Et dire qu'on finit un congrès, moi ces zones-là, on n'a pas pu trouver, j'ai dit, il y a un problème. Quand tu prends le cas même de la région centrale, aujourd'hui, les gens contestent. En réalité, même s'ils ne le disent pas, la personne mise là-bas. Parce que les gens ne comprennent pas que la région centrale, occupée en grande partie par les thèmes, on est parti chercher un Tchamba pour venir mettre, pour dire c'est lui qui coiffe la zone. Il y a un problème aussi à ce niveau. Et ça, c'est maintenant, ça commence à sortir. Et nous disons, et ça va être compliqué. Mais Monatou à qui on donne, comment vous appelez ça? Moi, je me demande, j'ai dit, mais elle est foutue. Mais la zone non, comment elle est foutue? Mais oui. Ça fait quand même plusieurs mois que Monatou est en ébullition à Goué. Elle mobilise la population tu penses tout de suite s'il y a démonstration de force entre Monatou et Tchadam, là-bas à Goué, non, il faut éviter ça. Pour moi, il y a problème. Il y a problème et vraiment... Ferdinand Haïté, sur le cas de Winir aujourd'hui, est-ce qu'on pourra parler de refondation véritablement? Non, mais je crois que de mon point de vue, ce congrès tant désiré qui s'est finalement tenu, c'est un échec aussi bien sur la forme que sur le fond. Sur la forme d'abord, la manière dont le congrès a été organisé. Vous parliez de la ville, Tchévier même, oui, la dernière fois. Oui, Tchévier, on sait ce que c'est que Tchévier, c'est une ville totalement abandonnée depuis 50 ans, il n'y a pas d'infrastructure, donc on a fait le congrès sur un terrain. Et puis les populations, quand vous allez à Tchévier, n'étaient pas trop impliquées, les gens vaquaient à leur occupation. Le premier jour où le président fondateur est arrivé, où on a essayé de mobiliser quelques gens pour applaudir, après, mais les populations ne s'y intéressaient pas. Et puis bon, les gens oui, les membres qui sont en congrès, c'est pas la population. Les gens qui sont allés, des gens se sont plaints qu'ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas bu. Moi j'ai vu des policiers m'ont approché, moi à Lomé ici sont rentrés de Tchévier pour me dire bon, nous on est allés, on n'a pas mangé, on n'a pas bu, nous ont payé 1600 francs par jour. J'ai dit bon, mais c'est bien fait pour vous. 1600 1300 par jour, voilà, 1300 c'est par jour, ça fait 2600 les 2 jours. J'ai dit bon, mais si on vous dit de lancer les gaz, bon, vous lancez bien les gaz, bon voilà. Donc, et après, il y a les journalistes qui sont allés, certains ont eu 25 000, d'autres ont eu 10 000. Ça, c'est pour la forme. Bon, le président fondateur est venu le premier jour, il a fait un discours. Et après, il s'est retiré sous une autre tente, il a discuté avec les cadres, les barons. Il n'y a pas eu de dialogue entre lui et les délégués. On a confisqué les portables. Le deuxième jour, on l'a annoncé, il n'est pas venu. C'est le ministre Salut Toki qui est venu donner une liste à Klassou, qui a donné les noms des gens qui sont dans le bureau et puis les gens ont bourdonné dans la salle. Bon, maintenant sur le fond, on crée un parti politique depuis 5 ans avec un bureau provisoire et on décide de faire un congrès. On va au congrès, on sort un nouveau bureau provisoire. Non, c'est pas un bureau provisoire. Oui, mais à partir du moment où le bureau est incomplet, il est provisoire. Les termes sont clairs. Le bureau est incomplet, il est provisoire. Ouais, donc, on ne peut pas contester ça. Et donc, ça pose d'abord un premier problème. Le second problème, on va au congrès, on ne sort pas les autres instances du parti, parce qu'un congrès d'un parti politique, c'est un ensemble, c'est un tout. On sort le bureau des jeunes, on sort le bureau des femmes, on sort le conseil des sages, on sort les organes spécialisés. Il n'y a rien de tout ça. Et la seule chose qu'on a sorti, c'est même un bureau exécutif, mais provisoire. Ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose. Il y a un malaise. Non, il y a quelque chose qui n'a pas bien tourné. Moi, je ne dirais pas que c'est un malaise. Si je dis malaise, c'est trop loin. Je ne suis pas dedans pour savoir que c'est un malaise, mais en tant qu'analyste, je me demande qu'il y a quelque chose qui n'a pas tourné. Parce que vous voyez toutes les instances que je viens de vous citer. Quand vous prenez les statuts de ce parti, vous voyez toutes ces instances. Le bureau des sages, le conseil des sages, le bureau de la jeunesse, le bureau des femmes.
et les instances spécialisées. On n'a rien sorti de tout ça. Et même le seul bureau qu'on doit sortir, on l'a sorti avec 2 pieds qui ne tiennent pas debout. Donc ça veut dire qu'il y a fondamentalement un problème. Au fond, le projet de M. Foy-Gnassingbé au départ, c'était de mettre Adédié comme vice-président, tout le monde le sait, et de mettre le fils de Nadjaba secrétaire exécutif. Ce plan a été où est-ce que vous avez appris ça? Bon, moi je vous donne les informations de journalistes. Ce plan a été contrecarré par ceux qui sont en interne. Il s'est rabattu sur le plan de vice-président et là aussi ils ne se sont pas entendus sur les figures qui doivent gérer ces vice-présidents. Et on n'a nommé personne. Les gens que nous avons rencontrés, ils ont dit qu'il n'y a pas eu de débat. Ils sont allés et puis le dernier jour, c'est Kassou qui a commencé par dire les noms et les gens ont dit, certains ont commencé à applaudir, d'autres disent non. Dès qu'il a lu, il n'y a pas eu d'élection. Il n'y a pas eu d'élection. On lui a tendu une feuille, il a commencé par lire les noms, il a commencé par la région d'Apaon et puis il a sauté. Kara, il est tombé sur Central et les gens disent Kara, il dit c'est vous qui donnez les noms ou c'est moi. Les sons sont là. Et puis il est tombé sur. Ah oui. Oui, il a dit c'est vous qui donnez les noms ou c'est moi. Et les gens disent mais pourquoi il a sauté Kara. Et puis il est tombé sur Plateau et puis le grand Agoué et puis c'est fini. Et donc voilà. Ça dit que quand vous avez un parti qui est le parti présidentiel, qui a tous les moyens, et vous allez au congrès 2 jours pour sortir tout ça là, et que bon, vous dites aux gens que bon, le président même, ou bien le bureau provisoire va se concerter pour nommer le reste des membres, il ne fallait pas aller à ce congrès, c'était du temps perdu. Tchéniawa Remiaou, comment est-ce qu'il faut analyser ce qui s'est passé à Tchédié? Vous y étiez à Tchédié? Oui, j'étais à Tchédié. Vous n'avez pas pris part aux travaux, enfin, bon, non, vous n'êtes pas militant, mais je voulais dire, vous n'étiez pas dans la salle. Il en semble tant que les journaliste, vous étiez là au début, on vous a demandé de sortir, ce que vous avez fait. Après, quand il s'agit de proclamer les résultats, non, donnez les noms dans la liste des membres du bureau, vous êtes revenu. Je crois que en tant que journaliste, je vais commencer par saluer le fait que UNUR, après 5 ans d'existence, ait pu tenir un premier congrès statutaire. Nous sommes journalistes et donc nous avons plusieurs fois fait observer, même chez vous ici, que nous ne comprenions pas comment un parti politique ait pu exister et qu'il ait pu participer à des élections majeures, qu'il a pratiquement remportées, et que ce parti n'est pas un bureau exécutif définitif, et que c'est depuis avec un bureau provisoire que ce parti a toujours fonctionné. Donc par rapport à tout cela, nous avons salué qu'il ait eu au moins un congrès de départ. Et bon, maintenant, venant à tout ce que les gens émettent comme critique, je ne suis pas du parti UNIR, je suis journaliste, donc observateur, et je ne connais pas les stratégies de travail au fond d'un parti politique. Les gens de UNIR, ils ont mis un bureau tel que Ferdinand l'a décrit. Il y avait le président du parti qui est le chef de l'État. Il y a des vice-présidents régionaux. Et j'ai constaté, peut-être que pour expliquer ou bien pour faire comprendre les difficultés qui ont pu peut-être, puisque je ne suis pas au cœur des décisions qui ont été prises, les difficultés qui ont fait que par rapport à Kara, par exemple, il n'y a pas eu de vice-président. Vous savez, le chef de l'État, il est originaire de cette région, de la Kara. Et vous regardez Acholi, qui est aujourd'hui secrétaire exécutif, il est originaire de la Kara. Et quand vous quittez là-bas, vous revenez au niveau du Grand Lomé. Oui, Lomé Agoué. C'est vrai, Loïka a émis des réserves par rapport à la présence de Madame Ibrahima Memunoutou. C'est vrai, vous avez recadré en disant plusieurs fois, nous avons vu Memunoutou organiser des activités au niveau d'Agoué. Aujourd'hui, Agoué est quasiment la base Lomé du PNP. Loïc l'a dit. Et il a dit que s'il faut faire une démonstration de force entre Memunoutou et le PNP dans Agoué, il n'y a pas match. Mais moi je voudrais dire que chaque parti n'a pas obligation d'avoir une assise dans tous les coins et recoins du pays. Même si entre Memunoutou aujourd'hui et le PNP, il doit avoir à faire une démonstration qu'il n'y a pas match, l'essentiel c'est que le parti soit présent partout sur le territoire. Aujourd'hui par rapport au Grand Lomé,
Vous savez, il y a paix, il y a copé, rancopé. Donc c'est un cocktail de tout. Et vous savez, Lomé est la vitrine du Togo par rapport à tout ce qui concerne la concentration humaine, par rapport aux actions de tous les partis. C'est Lomé. Oui. Et donc, peut-être que stratégiquement, UNIR a choisi de voir cette rare personne qui peut l'amener à faire quelque chose. Et moi, j'ai plutôt lu dans le présent bureau que UNIR a sorti, que UNIR, contrairement à ce que les gens pensent, est en train de se mettre en ordre de bataille pour les prochaines joutes. Pour les prochaines joutes. Disent aussi non, écoutez, quand tu parlais, je n'ai pas. Laissez-moi terminer. Oui, allez-y. Et donc, moi, je voudrais dire que je ne trouve pas qu'on puisse rentrer au cœur pour émettre trop de critiques, mais nous avons fait des amis de Faure Gnassingbé autour de lui. Non, ceux en qui il a confiance aujourd'hui. Non, ce n'est pas une question de confiance. Moi, je voudrais dire, par exemple, quand Loïc a dit qu'au niveau de la région centrale, il y a eu des gens qui ne sont pas contents parce qu'il y a ce codé qui est là. Non, ce n'est pas en termes de grandeur de ville qu'on choisit des gens. Et quand vous regardez la savane, je ne veux pas que nous jouons sur des fibres ethniques. Quand vous allez dans la savane, on va parler de oui, non, écoutez, ce que j'ai dit aussi, je l'ai entendu, ce que je voudrais dire. Moi, je voudrais dire que UNIR a choisi des gens qu'ils trouvent qu'ils peuvent rassembler les autres autour, qui peuvent fédérer les autres. Quand vous prenez Taïrou Bagbiem, c'est comme aujourd'hui on va nous dire que dans l'OTI, les gens ne sont pas contents parce qu'on aurait pu prendre quelqu'un de leur. Et donc moi je ne crois pas que la discipline qui règne dans ce parti, parce que moi, si vous avez dit même qu'on a coopté des gens, à partir du moment où les gens n'ont, personne n'a dit non, nous ne sommes pas contents, ça veut dire que le parti s'est insufflé une discipline. Mais ça, c'est d'un côté. De toute façon, moi, non, mais ce n'est pas ça, plutôt pour acclamer. Puisque moi, j'étais là, toi, tu n'étais pas là. Non, les gens acclamaient au contraire. Non, je vais te donner les sons. Les gens vous non, écoutez, on ne va pas jouer les sons ici. Mais je crois que dans le gros, et pour tirer comme conclusion, vous faisiez partie de ceux qui critiquaient UNIR de n'avoir pas fait son congrès. Aujourd'hui, ça a été fait. Oui. Et donc, attendons de voir les jours à venir. Quels sont les gens qu'on prendra pour en complément. UNIR a déjà gagné une élection présidentielle. C'est ça, je l'ai souligné ici. Et donc, attendons de voir ce qui va se passer. Je vais encore à Abdi Alpha, je vous donnerai après Loïc Lawson. Je crois que c'est vrai, ça a mis du temps, c'est enfin venu, mais on peut... Pour commencer par la conclusion, on peut tout de go dire que c'est la montagne qui a accouché d'une souris. Donc, la montagne a accouché d'une souris au sommet d'une république parce qu'on ne peut pas quand même nier le fait que depuis 50 ans, c'est un système qui gère la république et le système, c'est le RPT qui s'est muté à unir. Donc ici, moi, je pense que, au fait, le schéma qui a été déroulé à Tchévier, ce n'était pas ça le schéma original. Ce n'était pas ça qui a commencé. Si c'était ça qu'on avait pensé faire depuis le début, les gens ont eu le temps de présenter quelque chose de potable, d'avoir une nomenclature complexe au sommet d'un État. Même si, non, ça c'est clair, ça c'est un échec. Comme l'a dit les confrères, si on ne veut pas rentrer dans les détails juridiques, politico-juridiques de tout l'organigramme avec ces détails par rapport à la gestion d'une formation politique et qu'on veut juste se contenter de l'exécutif, quand même les gens ont eu le temps de compter les 5 qui sont censés représenter chaque région. Mais quand on n'a pas pu faire cela, c'est que ça fait problème. Ça veut dire que depuis là que parce que ce n'est pas la première préparation de ce congrès. Hein. Il y a eu des préparations qui, à la fin, ont échoué. Après, on a répété des dates. Et finalement, cette date a été la bonne. Et qu'on arrive à sortir avec un bureau unijambiste, ça fait problème. Tu sais, moi, je ne suis pas trop avec Loïc quand il parlait de Achadji, choses par rapport. Là, ce qu'un parti, c'est qui peut faire l'affaire. À partir du moment où la région centrale, c'est Tchamba, c'est Bassar, c'est Kotkolu réuni, qu'on choisisse un Bassar, un Konkoba ou bien, ce n'est pas un problème. C'est pas moi qui le dis, c'est que les gens de la région disent. Donc nous, ça, ce n'est pas un débat. On voit qui peut faire, et si c'est lui qui peut faire, bon, tant mieux. Maintenant, d'ailleurs, si les gens sont vraiment politiques par rapport au vent qu'on traverse, les gens ne vont pas se presser même de rentrer dans ce bureau. Hein.
Donc, ça c'est clair. Donc, moi, je ne sais même pas pourquoi. Est-ce que c'est les qui n'ont pas voulu se porter pour occuper ces places, ou bien c'est parce que les gens se bousculaient tellement que on n'a pas vu qui prendre. Donc, il y a les déchirements, vous m'excusez, il y a les déchirements. Les gens se bousculaient plutôt. Donc, pour le moment, c'est ta vérité. Moi, je vais chercher la mienne, mais je pose une question. Non, c'est ce que moi j'ai trouvé quand je me suis approché. Donc, c'est ta vérité. Du parti, il paraît que pour Lomé, Kara, les gens se bousculaient de tout. Donc, c'est pour vous dire que ça a accouché de ce que ça devait accoucher. Je crois que en tant que moi je disais par rapport à l'absence de congrès avec tout ce que ça donne, je disais entre temps et je l'ai dit plusieurs fois, l'Unir était un parti bâtard. Je ne sais pas si avec ce nouveau bureau. Je ne suis pas sûr qu'il faut aller encore je dis avec la nouvelle physionomie, peut-être que ça va m'empêcher désormais de dire ça, parce que quand bien même il y a encore. Donc moi je pense que il y a cette situation qui donne la preuve visible, une preuve tangible de malaise. Des malaises. Quand Ford même s'est présenté à l'ouverture là-bas, dans son intervention du début à la fin, quand vous êtes un politologue et que vous observez, ça dit ce que ça dit. Ça dit ce que ça dit. Donc moi, je pense que UNIR a tenu son congrès et on va voir les jours à venir de quoi ça va. Très bien. Alors, il y a ce discours de Faure Gnassingbé aussi qui a retenu l'attention de l'opinion. C'est vrai que ça fait plusieurs semaines, depuis que la crise a commencé, où tout le monde veut entendre le président parler. Et à l'ouverture, il prend la parole, il place un mot. Est-ce qu'il a retenu les Togolais quand il dit, il se découvre être un dictateur sanguinaire? Est-ce que ces propos vous ont aussi interpellé à peu près, Loïc? Bon, ben, un dictateur, il faut aller chercher les définitions de dictateur et sanguinaire pour entrer dedans, pour savoir si oui ou non Faure Gnassingbé était dictateur sanguinaire. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est le congrès. Oui, je vois que vous voulez dévier un peu le débat. Allez-y. Ce n'est pas que je dévie, parce qu'il faut des définitions à un dictateur. Il y a plusieurs types de définitions. Je peux donner plusieurs ici. Maintenant, il y a chacun de choisir et de savoir si oui ou non il est dictateur ou pas. Mais maintenant, moi, ce que je pense, c'est que ma crainte, toujours par rapport au bureau, au-delà du fait qu'il y ait eu un congrès, les gens, c'est une bonne chose, parce que longtemps on a critiqué, le parti est parti au congrès, c'est une bonne chose. Ma crainte, c'est celle-là. Tu vois, il y a eu plusieurs vice-présidents. Et ça veut dire qu'en réalité, il n'y a pas un parmi les vice-présidents qui est au-dessus de l'autre. Il n'y a pas un secrétaire général, mais un secrétaire exécutif. Et qui, en réalité, aujourd'hui, est la cheville ouvrière. Non, attention. Quand tu connais le fonctionnement d'une administration ou d'un truc, un secrétaire général est différent d'un exécutif. L'exécutif ne fait que faire le compte, exécuter, faire le compte rendu. Il n'a pas le pouvoir. Il n'a pas le pouvoir. Le secrétaire général est différent du secrétaire exécutif. Ça, c'est important. Donc, quelque part là-bas, le pouvoir, en réalité, est seulement entre les mains du président de la République. Oui, quand tu prends le bureau, quand tu sais patron, aujourd'hui, à bord du navire, c'est Faure Gnassingbé. Les vice-présidents n'ont aucun pouvoir. Parce qu'aucun d'entre eux ne peut prendre une décision sans aller le voir. Aucun des vice-présidents. Et quand les vice-présidents eux-mêmes vont se réunir pour une réunion, ça sera compliqué. C'est toujours au finish lui qui décidera. Maintenant, ma crainte là-bas, c'est que l'UNIR risque de repartir au point de départ. Le bureau provisoire qu'on avait eu avec les Folies Basile, les Haïdam, ça a été la difficulté aujourd'hui. Justement, on risque de faire comme ça, ou même pire. Parce que le président de la République a déjà ses charges de la République. Il est déjà concentré sur les problèmes du pays. Et maintenant, le parti a encore besoin de lui pour qu'il soit actif à 100%. Ce qui ne sera pas possible. Quiconque connaît Faure Gnassingbé son occupation, c'est que ça ne sera pas possible. Alors ma crainte, le parti risque d'encore davantage de dormir sur les lauriers. Alors, dans la résolution, enfin, ensemble, nous dit au Congrès l'autre fois qu'il faut que les membres du NIR, c'est-à-dire les militants, désormais vont quand même participer, ils doivent commencer par apprendre à cotiser pour que le parti puisse vivre. Dites-moi comment ils vont cotiser. Ça voudra dire qu'il va falloir se préparer après peut-être Faure Gnassingbé, que les militants puissent contribuer à la vie du parti. Dites-moi comment ils vont cotiser quand les gens qui étaient demandés des perdièmes. Dites-moi comment ils vont cotiser. Comment ça? Oui, ceux qui étaient au congrès réclamaient leurs perdièmes. Comment perdièmes? Ce sont des militants qui sont dans le parti. Mais déposez-vous la question, demandez aux gens. Moi, tout ce qui se passe là me conforte dans ma position que j'ai défendue ici, comme quoi c'est une nébuleuse.
Vous voyez, c'est une nébuleuse. Non, ce n'est plus une nébuleuse dans la mesure où il y a eu un congrès. C'est une nébuleuse en réalité. Même s'il y a eu ce congrès, on a toutes les caractéristiques aujourd'hui d'un parti-État. C'est comme on est revenu à des années avant 90. Pourquoi je dis ça? On vous dit président fondateur national. Les termes sont clairs. Président fondateur. Et ce président fondateur est en même temps le président de la République. Il a ses charges de président de la République. Et on a fait le parti en sorte que il n'y a personne qui a le pouvoir de décision du parti. Et qu'est-ce que vous voulez dire là? Attendez, suivez mon raisonnement. Il n'y a personne qui a le pouvoir de décision dans le parti. Parce que on a tiré les leçons. Vous savez ce qui s'est passé au RPT avec Edem Kodjo. Oui. Et après, on a appris Yaokouna Leklo comme secrétaire exécutif au lieu de secrétaire général à l'époque. Et donc, on est toujours dans la même logique. Donc, un secrétaire exécutif. En plus, un problème d'éthique. On prend les responsables des régies financières. C'est-à-dire que ceux qui gèrent les caisses de l'État, on en fait des vice-présidents. Ils doivent démissionner. Hein. On en fait des vice-présidents du parti. Pourquoi est-ce qu'ils doivent démissionner? Oui, excusez, moi je pense un problème éthique. Un problème éthique. Ils sont des gestionnaires des régies financières et des caisses de la République. On en fait des vice-présidents d'un parti politique. On a tous les caractéristiques d'un parti-État. C'est-à-dire que nous sommes là, les moyens de l'État, l'argent de l'État, c'est dans nos mains. Et donc, ces gens-là, même si demain ils sont coupables de détournement, on ne peut pas les arrêter. Ils peuvent justifier en disant, nous avons investi une partie de l'argent dans notre parti politique. Ils peuvent trouver des lignes pour cacher des dépenses. Et donc moi je dis, tout ce qu'on voit là, on a les caractéristiques d'un parti-État. Et ça me fait du mal que 25 ans après le début du processus démocratique, les gens ne se départissent pas de certains comportements qu'il y avait avant 1990. Bon, moi je crois que la même lecture que... Vous sommes pas mal à l'aise? Non, quel mal à l'aise? Je ne suis pas mal à l'aise. Moi j'ai dit que nous sommes journalistes. Oui, bien sûr. Nous faisons des remarques, nous faisons des observations. Et par rapport au bureau, si on doit encore en parler, je crois que même si les gens sont aux affaires quelque part dans l'administration ou à quelque niveau qu'ils soient, ils ont quand même le droit d'appartenir à des partis politiques. Et s'ils se battent comme cela se doit, on peut les promouvoir à n'importe quel niveau de leur parti. Et donc ça, ce n'est pas le problème. Mais quitte à ce qu'un jour, on vienne dire aux gens que bon, on est venu faire redressement ici, on a fait tel, et que tel a été coupable de détournement ou de vol. Et ça se fait quotidiennement. Même avant ce congrès, il y a des gens qui occupaient des postes très sensibles dans le pays et qui ont fait de bons résultats. Mais par exemple, Adedje était, avant le congrès de UNIR, il était là où il est. Par exemple, il n'était pas membre du bureau. Oui, je ne refuse pas. J'ai dit il était un membre actif du parti. Absolument. Au moment où le bureau provisoire était là. Ce n'est pas aujourd'hui, même quand les gens étaient allés aux élections de 2015. Oui. Il y avait Adedje qui faisait, il était un grand acteur au niveau de Tchédié, de tout. Donc, c'est pour dire que plutôt, nous allons nous rejoindre à ce que nous disions aujourd'hui. Le fait qu'on fasse l'effort d'insuffler une rigueur de la bonne gouvernance à tous les niveaux. Et le chef de l'État, dans son discours, il avait dit, vous allez voir que ce n'était pas pour rien qu'on a mis Madame Yawa Tchegan comme étant la trésorière du parti. C'est quelqu'un qui se connaît dans le domaine. Depuis l'Assemblée actuelle, là, c'est elle qui est questeur. Et donc, ça veut dire qu'on veut faire du sérieux. Quelqu'un qui connaît... Non, écoutez. Elle est dans des scandales. Elle non. Pas... Et puis elle a la femme aussi. Non, elle a quel scandale? Depuis là. Il y a aussi un conflit d'intérêt. Elle est la femme aussi d'un responsable d'une régie financière. Non, on ne va pas rentrer. Écoutez, écoutez, Ferdinand. Il ne faut pas qu'on fasse amalgame parce qu'il y a eu un congrès. Écoutez, Ferdinand. J'ai dit, on ne va pas faire amalgame pour dire, si nous voulons faire la ligne, toi-même, on va finir par trouver que tu as ta tante ou quelqu'un qui est marié à quelqu'un de UNIR. Donc, on ne va pas faire ce chemin. Moi, je dis que l'essentiel, c'est qu'il y a eu un congrès. Les gens ont été mis à des postes et qu'ils doivent travailler. Ce qui est intéressant, attendons de voir comment le parti UNIR aussi s'y prendra pour avancer. Et quant à ce qui concerne les personnes, a dit tel étant, il a ce rapprochement. Et dans certains autres partis, il n'y a pas des gens qui travaillent? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont banquiers? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont dans des sociétés? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui militent dans d'autres partis? Moi, je crois qu'il ne faut même pas rentrer dans ces schémas pour dire que parce qu'on a mis tel, ça veut dire que tel va prendre l'argent du contribuable pour aller faire ça. La différence, ce n'est pas que ceux qui sont à la gestion. Unir, moi j'ai fait... Non, attendez. Non, j'ai dit qu'il y a des gens qui sont aussi dans des entreprises publiques et qui sont dans les autres partis. On ne peut pas
aller chercher ces gens pour dire voilà tel est temps. C'est pas parce que c'est unir qu'il faut venir étaler que tel fait partie des temps, tel a telle femme, tel a tel cousin. Ça, ce n'est pas intéressant pour la population qui nous quand je parlais, je disais que le schéma, au fait, le schéma qui devait être déroulé n'a pas pu marcher. Et puis on a trouvé un schéma de dernière minute qui n'a même pas pu être étalé. Vous vous rappelez ici que des rumeurs sont sorties comme quoi c'est un outsider que Ford voulait mettre à la tête du parti. Beaucoup ont laissé avancer et sortir le nom de ADJ. Bon, moi, à l'époque, les informations sont plus ou moins venues, c'est-à-dire des arcanes qui dirigent. Certains journaux en ont fait cas. Et moi, à l'époque, je me suis dit que par rapport aux sources d'information, je vous dis souvent que quand le poisson vous dit que la crabe vous dit que le crabe vous dit que le poisson ronfle, il ne faut pas nier parce que c'est venu de leur truc. Et puis quand tu regardes maintenant, le même ADJ est revenu. Effectivement, il y a déjà un moment donné, jusqu'à un passé récent, c'était un outsider par rapport à la politique togolaise. Il n'était pas quelqu'un comme ça qui est devant la scène vis-à-vis de la politique. Il était beaucoup connu par rapport au milieu douanier, aux chiffres douaniers. Et qu'il revient, ça vient plus ou moins confirmer à demi-mot le schéma qui devait être déroulé et qui a connu opposition. Moi, je me rappelle, il y a eu une réunion dans certains milieux où quelqu'un a dû taper sur la table pour partir. Il a dit il n'y a pas de capitaine dans un bateau. Et les gens sont restés et puis tout le monde a commencé par sortir de la salle un à un jusqu'à ce que la réunion n'a accouché de rien. Donc, à la dernière minute, on a trouvé un pneu de rechange. C'est le pneu de rechange, sauf que le pneu de rechange, il n'a pas de chambre à air, quoi. D'accord, très bien. Moi, je vais dire ceci. Tout est réglé dans notre constitution. C'est pour ça que dans la constitution, il est dit que les directeurs de sociétés d'État, le président de la République, les ministres, tous ces gens doivent déclarer leurs biens. Et que ces gens ne doivent pas occuper d'autres postes en dehors. C'est donc il faut aller lire la constitution. Aujourd'hui, il y a un problème d'éthique. Je suis désolé, il y a un problème d'éthique. ADJ, par exemple, il doit démissionner. Normalement. Il y a un problème d'éthique. Normalement. Il y a un problème d'éthique. La constitution règle le problème. Oui, la constitution règle le problème. Mais je crois que c'est pas encore tard. Ferdinand, oui, je crois que ce débat, moi aussi je l'ai eu avec certaines personnes hors de la radio, en off, je crois que c'est comme ça. Dans aucun pays au monde, quelqu'un qui dirige, dans la démocratie, quand tu diriges... Vous voulez dire qu'on n'a pas en démocratie ici? Non, j'ai dit dans les pays, dans aucun pays, au Rwanda par exemple, où ce n'est pas une démocratie au Rwanda. Tu comprends? Où il y a cet amalgame qu'on voit souvent. Kigali, c'est une belle ville. Hein. Oui, pourtant, oui, je ne refuse pas. Moi, je parle de démocratie et des principes qui la régissent. Tu ne verras pas quelqu'un du parti au pouvoir diriger une entreprise publique ou une régie financière et au même moment pole position dans le bureau politique. Ça ne se fait pas. Maintenant, je dis ce n'est pas peut-être encore tard. Il se pourrait qu'à unir, puisque le congrès n'est pas fini, ça fait même pas encore une semaine, que bientôt, peut-être, si Atchad Diafo va donner sa démission. Moi, je me suis dit, peut-être, avec cette histoire de fusion, on a déjà passé à où le placer. Oui, peut-être, je me suis dit ça, que c'est comme il y a la fusion en cours, donc déjà, on lui trouve une porte de sortie. ADJ, moi, je me dis aussi, en tant que truc là des hauteurs, le bon sens, c'est comme ça, parce que l'opérateur économique, même en face, ça fait peur à l'opérateur économique. Quand il sait que son vis-à-vis ou son interlocuteur est vice-président du parti présidentiel. Tu comprends un peu? Ça gêne. Ça gêne les gens. Et puis, il y a des choses que nous, on n'a pas envie de dire ici. Il faut savoir que... Comment les gens ont raquetté les opérateurs économiques pour organiser le congrès avec leur fonction. Ça dit que c'est des choses qui touchent à l'éthique et à la morale dans un pays. Comment on va raqueter les opérateurs économiques pour le congrès? Mais écoutez, moi, c'est comment le pays fonctionne. Donc moi, je dis ceci, tout est réglé par notre constitution. Il faut aller relire la constitution pour réaliser l'article qui parle de déclaration des biens, qui parle même des charges du président de la République. C'est pour ça que le président de la République ne peut pas être président de la République, c'est de tous les Togolais et le président de son parti en même temps. C'est pas normal. Eric, moi je crois pour terminer que c'est-à-dire ce sont les façons de gérer l'État qui sont imprimées au niveau de la formation politique. Vous n'êtes pas à savoir que partout où on parle de point focal du RPT UNIR, c'est les gens souvent des régies financières qui sont placés. Ceux qui ont en tout cas, qui au moment donné ont eu à gérer des fonds et qui ont la liquidité
parce que depuis que la Bumboula de Lomedi est partie avec Yadema et que il n'y a plus sous les arbres avec tout ce que ça faisait là-bas, où les marches, tout ce que vous savez était devenu une façon pour les gens de faire ce qu'ils voulaient faire, et que Forêt est arrivé à un moment donné pour financer la formation politique. Chacun devait mouiller le maillot, sauf qu'en mouillant le maillot, ceux qui gèrent les régies financières ont trouvé un argument tout conçu pour faire ce qu'ils veulent faire, quoi. Il faut retourner dans tout le pays, là où on dit point focal, le premier responsable RPT UNIR, c'est qui, et il faut voir son parcours. Donc si aujourd'hui on met les responsables des régies financières comme les premiers vice-présidents, il n'y a pas de surprise, quoi. D'accord, très bien. On va avancer maintenant à évoquer la crise togolaise. Qui pour sortir le Togo finalement de ce bourbier? Le sentiment aujourd'hui, c'est que nous sommes dans un bourbier total. Et déjà que les appels au dialogue ont commencé par surgir, et depuis, on ne voit personne. Oui. Et une si longue attente, finalement, comme vous l'avez écrit hier, lui. Oui, on parlait d'une si longue attente. Tu sais, et tout le monde est d'accord. À qui la faute finalement? Oui, on est tous d'accord qu'on doit aller à un dialogue. Mais entre-temps, moi, je faisais partie de ceux qui pensent qu'au fait, c'est souvent le pouvoir qui devait convoquer le dialogue. Mais avec le recul et certaines rencontres que j'ai eues avec quelques diplomates dans la semaine, j'ai compris que tout se joue ailleurs. Parce que tu sais, bon? Oui. Et là, je suis convaincu, et parce que j'ai eu la chance de jeter un coup d'œil dans un draft comme ça, où je sais que la CEDEAO est en train de préparer, de faire un travail gigantesque pour amener les acteurs au dialogue. Parce que tu sais, un dialogue, aujourd'hui, tel que là où la crise est arrivée, on a presque atteint le pourrissement. Et à ce niveau, tu vois que si le gouvernement appelle au dialogue, tu vois que ça va être compliqué. C'est-à-dire que c'est le gouvernement qui appelle et les acteurs s'asseyent et les autres s'asseyent en face pour discuter. Oui. Il faut forcément un médiateur. Il faut quelqu'un pour les écouter. Et je crois que au niveau de la communauté internationale, comme nous sommes dans la zone CEDEAO, c'est la CEDEAO qui est en train de le préparer. Mais là aussi, je sais qu'ils ont beaucoup, la CEDEAO aussi a beaucoup avancé, mais il y a un problème toujours qui se pose. Je ne sais pas si c'est au niveau du parti au pouvoir qu'on le pose comme préalable ou quoi, mais j'ai appris que c'est ce qui fait bloquer le dialogue, en tout cas, comment les discussions. Oui, l'entame des discussions. Il s'agit du fait que tu sais, l'opposition dans ses revendications, au début dans ses revendications, c'était la Constitution 92 et les votes. Quand la marche a pris la malaise en pris, un soir, je me rappelle, j'étais encore à Décor, et puis paf, et le départ de Fort Yacine. Voilà, la surenchère de Fabre, le départ de Fort Yacine, maintenant, et tout de suite. On ne le reconnaît même pas comme président de la République. Tu comprends? Ah mais oui. Si vous ne reconnaissez pas la personne comme président de la République, c'est l'élément là aujourd'hui qui bloque. Qui bloque, c'est ce que j'apprends. Parce qu'on veut au niveau de la CEDEAO qu'à ce niveau. Est-ce que ça tient dans la réalité? Non, mais l'argument n'est pas farfelu en soi. Tu ne veux pas discuter avec quelqu'un que tu ne connais pas. Tu es d'accord avec moi? Tu dis je ne te reconnais pas. Tu n'es pas président, tu dois partir. Mais déjà la personne, il est mal à l'aise pour discuter avec toi. C'est-à-dire il est en cours d'un mandat légal. C'est l'argument qui a avancé. Là, le mandat est légal jusqu'en 2020. Et tu dis dans ta partie tout de suite que c'est des conditions de son départ que tu veux discuter. Non. Le départ de la crise ne soit même pas en cherchant les revendications, la crise, elle était ailleurs. Mais ça, là, c'était notre débat sous l'effet du populisme, moi, j'ai envie de dire. Maintenant, je crois qu'on est en train de faire des discussions au niveau de la CEDEAO, des efforts pour que l'opposition, en tout cas ceux qui ont tenu ce langage, puissent lever un peu le pied là-dessus. Pour faire avancer les choses. Pour faire avancer les choses. Alors, pendant ce Tafon Yacine, on l'a vu cette semaine à Ferdinand au Libéria, en cherchant à aider les frères libériens à s'entendre sur le processus en cours là-bas. Et ce matin, vous écrivez que c'est un président de visage finalement. Oui, c'est comme on le dit, l'hôpital qui se fout de la charité. C'est-à-dire que vous avez des problèmes chez vous, pire que même les problèmes du Libéria, et vous n'arrivez pas à les régler, et puis bon, vous prenez l'avion pour aller jouer le médiateur ailleurs. C'est quand même, c'est pas sérieux. C'est-à-dire que c'est pas vraiment sérieux de sa part. Bon, ça c'est une parenthèse. Oui. Personne ne comprendrait ça. Que ça brûle chez toi, tu n'arrives pas à régler, et puis bon, tu arrives ailleurs. Pour les gens de tout, ils ont une limitation de mandat, la sortante est en train de partir, et tu viens pour jouer les bons conseils, il y a quand même un souci. Bon, maintenant, au-delà de tout, moi je pense que les Togolais ne doivent compter sur personne. Il faut qu'ils comptent sur eux-mêmes. Parce que ces histoires de CEDEAO, tout ça, on sait comment ça se passe. Si les Burkinabés... Vous n'êtes pas pour la médiation? Si les Burkinabés avaient voulu compter sur les Macky Sall et les Yahi Boni, je suis certain que, comment l'appelle-t-on, Blaise Compaoré serait encore actuellement au pouvoir.
ou si les gens avaient voulu compter sur la CEDEAO, Djindjiri serait toujours là. Il faut que les Togolais comprennent qu'ils n'ont qu'à compter sur eux-mêmes. Pour la simple raison que la CEDEAO, c'est des chefs d'État. Et ces chefs d'État, avec leur approche différente, vous ne savez jamais les liens qui lient les gens, vous ne savez jamais ce qui se passe entre les gens. À l'heure où nous parlons, il se passe beaucoup de choses. Des négociations. Il se passe beaucoup de choses entre le palais de Lomé et beaucoup de palais présidentiels. Personne ne sait ce qui se passe entre eux. Et donc, des gens peuvent dire, oui, aujourd'hui, nous sommes d'accord, demain, ils peuvent changer. On a vu Obasanjo dans ce pays, en 2005, qui a dit, oui, je ne suis pas d'accord, ceux qui ont fait le coup d'État doivent partir. Après, il s'est tué. Il a pris le virage à 1000 heures. On ne sait pas. Tout le monde sait ce qui s'est passé après. Et donc, je dis, il faut que les Togolais apprennent à compter sur eux-mêmes. Maintenant, sur le principe même du dialogue, oui, il doit y avoir dialogue, même quand vous vous battez avec des armes, au bout du compte, il faut s'asseoir pour régler le problème. Et moi, je ne suis pas pour ceux qui développent la thèse selon laquelle l'opposition a monté tout la barre en disant qu'ils veulent que M. Faure Gnassingbé parte. Les gens présentent la chose comme c'est un scandale. Dans tous les pays au monde, on fixe les conditions de départ d'un président à partir du moment où le contrat social est rompu. Un mandat présidentiel, ce n'est pas un mandat intouchable. On a vu au Brésil, la dame, on ne l'a même pas accusé de détournement. On dit qu'elle a maquillé les comptes. Oui, mais Ça suffit. Ça suffit pour que les institutions. Attends. Laisse-les faire des institutions. On sait aussi ce que c'est que les institutions au Togo. Dans ce qu'on appelle la sociologie politique, on sait ce qu'on appelle le contrat qui lie les individus à un homme. Lorsqu'on délègue le pouvoir à quelqu'un de gérer un pays. C'est pour ça que la personne prête serment de respecter tant, de respecter tant, de respecter tant, de respecter tant. Et quand la personne ne le fait pas, le peuple est en droit, ou la majorité du peuple, ça c'est aussi un autre débat, est en droit de dire, le contrat que nous avons remis, vous ne le respectez pas, il faut partir. Ça, on enseigne, c'est le b.a.-ba de la sociologie politique. Et donc, on a vu en Corée du Sud, comment est-ce qu'une présidente en fonction a été limogée, arrêtée, parce qu'elle est mêlée à une affaire de corruption. Dans ce débat, on peut le mener, on peut choisir plusieurs exemples. Maintenant, les chefs d'État qui s'organisent, quel est le schéma de sortie qu'ils proposent aux Togolais? Il y en a un qui a dit oui, il faut le laisser après 2020. Oui, non, c'est le schéma qu'on proposait au départ. Et lui-même n'était pas pour, il veut rester après. Mais il y en a un qui dit oui, il faut le laisser encore un mandat après 2025. Après 2020, pour qu'il aille 2025. C'est officiel? Oui, mais Jeune Afrique l'a écrit, c'est le Ghanéen. C'est le Ghanéen qui l'a dit, Jeune Afrique l'a écrit, le Jeune Afrique d'hier l'a écrit. Je ne sais pas si vous l'avez lu, Christian Mabouvi l'a écrit. Oui, moi j'étais au courant, mais moi je ne l'avais pas écrit, mais Jeune Afrique l'a écrit. Parce que le président ghanéen a dit ça à un acteur politique togolais qui a trouvé que c'est un scandale. C'est pour ça que je vous dis. Même après 2020, oui, c'est pour ça que je vous dis. Ce qui se passe entre les palais présidentiels. Il doit être élu d'abord par le. C'est pour ça que je vous dis, oui, mais si lui le dit en tant que président démocratiquement élu, il sait pourquoi il le dit. C'est pour ça que je vous dis, entre le Togo et ce qui se passe entre les palais présidentiels en Afrique, il faut faire attention. Il faut que les Togolais je crois. D'accord, je vais d'abord à Tchénawa, on fait le tour de table, excusez-moi. Tchénawa Rémiao. Bon, moi je crois que j'ai toujours eu à dire la même chose, que nous avons un très beau pays. Un pays que Dieu a béni. Comme tous les autres aussi. Ouais, non, Dieu a béni beaucoup le Togo. Sinon, le Togo devait dégringoler depuis des années. Et quand j'ai écouté l'intervention de Ferdinand, j'ai eu un peu froid autour. Parce que on ne peut pas, lorsqu'on a des difficultés, dire qu'il faut que chacun prenne ses responsabilités. Le Togo a aujourd'hui deux camps. Quoi que les gens disent, on s'était opposé au fait qu'à une époque donnée, certains voudraient laisser entendre que le peuple c'est à eux. La dernière fois, nous avons vu un parti aller faire son congrès. Même si les gens disent qu'on est allé importer, on a fait tant, comme les gens aiment le dire, il y a eu des Togolais qui étaient présents là-bas. Et donc, quand deux camps ont des problèmes, c'est comme l'homme et sa femme. Il y en a qui peuvent décider de régler leurs problèmes en interne. Mais lorsque l'atmosphère est intolérable, les gens refusent de se tolérer, il faut qu'une tierce personne approche le couple pour essayer de le recadrer. Mais quand Ferdinand dit que les Togolais doivent prendre leurs responsabilités, je lis tes propos aux accusations que vous portiez entre-temps ici à quelqu'un comme Trimois. C'est-à-dire quand vous dites aux gens, vous ignorez qu'il y a deux camps, et vous dites que les gens n'ont qu'à prendre leurs responsabilités, ça c'est
un appel au désordre. Ça veut dire que, excusez-moi, non, quand vous avez dit que les Togolais prennent leurs responsabilités, en disant, non, Il attends. faut que les Togolais apprennent à comprendre. Oui, et vous avez parlé du Burkina. Vous avez dit, oui, écoutez, vous avez dit, écoutez, oui, là, écoutez, Ferdinand, nous disons la même chose. Est-ce que les gens qui ont lutté pour l'indépendance, là, ils ont Nous disons la même chose. Ils n'ont pas compté sur Ce que je dis, le contexte togolais n'est pas celui du Burkina. Quand je le dis, les gens peuvent, quand les gens m'écoutent, ils peuvent dire que non, ce que je dis n'est pas concret. Non, c'est concret. Parce que si vous demandez aux gens de prendre les responsabilités, et certains poussent trop les cornes, ils pensent que c'est dans leur camp que se trouve la force. Le Togo ne doit pas régler ses problèmes par les muscles. Quand les deux camps, et on dit prenez vos responsabilités, les deux camps ne se tolèrent pas, ça veut dire que la raison va se faire supplanter par les muscles. Ça veut dire que nous sommes en train de demander à certains camps du pays, bon, prenez votre position, musclez les positions, on sait comment, quand les muscles vont arriver, comment ça va se passer. Moi, par exemple, je n'ai pas les muscles. Je ne crois pas que Ferdinand aussi ait les muscles. Je suis d'ailleurs plus costaud que lui. Et donc, le Togo doit pouvoir, s'il y a raison, écouter ceux qui veulent nous prêter leurs services pour que nous sortions de notre crise-là. Mais quand les Togolais vont refuser, quand les gens vont dire que oui, si les chefs d'État de la CEDEAO, si les gens de l'Union européenne, si les Américains, si tout le monde dit, il y a en coulisses... les gens vont accepter n'importe quelle proposition. Non, je ne dis pas... Mais non, vous parlez de qui? Nous parlons des deux camps. Il faut qu'on trouve quelqu'un qui puisse venir faciliter le dialogue au Togo. Mais que cette personne soit acceptée par les deux. Vous n'allez pas à comprendre que le gouvernement vienne imposer un facilitateur ou que l'opposition vienne imposer le sien. C'est quelqu'un que les Togolais doivent accepter. Mais nous devons, en tant que journalistes, faire l'effort de pacifier ce pays. Parce que si nous tenons des propos incendiaires, le pays va aller à feu et ça ne va pas nous arranger. Ni vous, ni moi. Merci beaucoup. C'est pourquoi j'ai dit que le Togo est précieux pour nous. Protégeons le Togo. Je crois savoir ici, si je dois commencer par cette interrogation, je me dis, qui commande actuellement le dialogue? Qui le commande? Qui est le prêcheur actuellement du dialogue? C'est le peuple. C'est le régime en place. C'est le régime en place qui est le commandeur. Et puis au même moment, dans les faits, ce que le régime déroule, ça fait surprise. Tu sais, au départ, il faut dire que c'est difficile de faire confiance à quelqu'un qui pense que le pouvoir, ça se résume à l'argent. À un moment donné, vous avez vu des leaders de l'opposition ici se réunir, faire une conférence pour dire que tel, on ne veut pas de leur médiation. Parce qu'à un moment donné, ils ont déjà fait leurs preuves et ils se sont laissés emporter par les mallettes diplomatiques. Ils n'ont pas pu dire ce qu'il faut dire, prendre les bonnes décisions. Ils ont pris fait aux causes pour ceux qui peuvent donner les carottes. Et actuellement, les Togolais ont été baisés une première fois. La deuxième fois, ils ont dit, bon, toi, Ibri Chaban, tu ne reviens pas ici. Toi, Midaoudou, bien Midawada, tu ne reviens pas. Et puis, l'opposition s'est réunie, on les a nommés, on dit, vous, on ne veut pas de vous. Ah, s'il vous plaît, quand tu parlais, il était là. On ne veut pas de vous. Au même moment, il y a un autre président qui semble être un peu loin de nos réalités, même si son environnement ressemble au nôtre, c'est le président guinéen. C'est fort même qui est allé le trouver. Et le monsieur a accepté rentrer dans le jeu. Je vous disais avant-hier que l'opposition était prête à rencontrer ce monsieur. Son avion était là. Son avion était chez nous ici, ça attendait. Et le monsieur tenait tellement, ils sont d'accord sur la rencontre, mais l'opposition disait qu'il vienne ici. Et le monsieur voulait que les autres aillent là-bas. Il a envoyé son consul en train de discuter ici avec Adjamagbo, quand on a arrêté l'imam. Est-ce que ce monsieur veut le dialogue? Est-ce qu'il veut le dialogue? Au même moment, l'imam qu'on a arrêté, il avait rendez-vous avec Fort Yassingbe pour le rencontrer. Fort avait déjà renvoyé des gens. Je vous ai dit une fois, j'ai dit ça dans notre dernière édition, j'ai donné le nom des gens qu'on a envoyés. Le monsieur est d'accord pour rencontrer Fort Yassingbe. Il était question de définir la date et le lieu. Pendant ce moment, on prend la même personne, on l'arrête même pas officiellement, on l'enlève après avoir fracassé sa porte. Est-ce que ces messieurs veulent le dialogue? Les gens pensent qu'ils ont eu l'argent, ils ont la force, et que tout commence par eux, ça se résume à eux. Comment vous voulez nous prêcher aujourd'hui le dialogue?
Est-ce que le Togolais qui réclame, s'il vous plaît, 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 Je suis pas d'accord. s'il vous plaît, mais ne me posez pas les vraies questions. Attendez. Et puis quoi? On fait quoi? Il n'y a pas de dialogue. S'il vous plaît, On s'entretue. s'il vous plaît, de tout ça, s'il vous plaît, quelle s'il vous plaît, solution de vous voulez. s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et puis vous dites Ça a même donné l'occasion On a 5 minutes, on va aller ça a même doucement. donné l'occasion à d'autres pièces de se faire voir. Et je vois Odin Kodio qui est en train de faire la main tendue pour, n'est-ce pas, prendre la perche. Donc, vous pensez que des autres ne peuvent pas sortir ça rigoler. Un Odin Kodio problème parce qu'il est le le mettre Kodio. devant un truc comme ça, C'est quand même. triste. Donc moi je pense que c'est vraiment triste. Que personne ne nous trompe. Que personne ne nous fasse croire que il y a un camp qui veut le dialogue, un camp ne veut pas. Les deux camps veulent le dialogue. Parce que c'est la seule porte de sortie. Les gens vont marcher du matin au soir. Ça va marcher. Encore que maintenant c'est pacifique. Et l'objectif, si l'objectif n'est pas atteint, c'est 20. Pour atteindre un objectif, c'est de discuter et de rassurer. Ça fait presque pense que 3 semaines. Le bilan est macabre aujourd'hui. Le bilan est macabre. Les gens sont morts inutilement. Ceux qui sont morts et qui continuent de mourir, eux, ils sont prêts, et il faut tout le temps les tuer. Non, nous pensons. Et moi, je le dis haut et fort que seul le dialogue peut nous faire sortir. On peut me dire qu'il y a eu 1000 dialogues par le passé. Peut-être celui-là sera le meilleur. Il faut toujours croire. Et pour ça, je dis, il faut que les acteurs aillent au dialogue. Trouvons quelqu'un, ou du moins que Dieu fasse qu'on trouve quelqu'un qui puisse les faire. Et puis, il y a le cas des milices, visiblement, qui seront réglés, puisque les ministres nous ont dit maintenant que, bon, en semaine, on peut marcher. Les manifestations de la semaine prochaine, visiblement, ne seront pas réprimées. Oui, bon, ça c'est, on verra bien avec les marches de la semaine prochaine. Mais moi je crois que j'ai dit tout à l'heure ici, à haute et intelligible voix, qui finiront par dialoguer. Je l'ai dit, même que quand on prend les armes, on finit par dialoguer. Mais le dialogue qui consiste à ce que quelqu'un roule l'autre dans la farine, comme ça a toujours été ici, le cas ici, les gens ne sont pas prêts de l'accepter. Je suis désolé. C'est-à-dire que si un président de la République vient d'un autre pays ici, pour dire aux Togolais qu'il faut laisser Faure Gnassingbé être candidat après 2020 pour aller à 2025, je ne vois pas l'opposition accepter ce dialogue. Donc, il faut que quand Loïc dit que non, que les gens veulent tout de suite le départ de Faure, je lui dis, même la proposition des chefs d'État qui consiste à ce que M. Faure Gnassingbé s'engage à partir de 2020, il ne veut pas. Il ne veut pas de ça. Et donc, c'est pour ça qu'il ne s'adresse pas à son pays. Il ne veut pas de ça. Et donc, quand vous êtes dans une situation comme ça, où on vous prend les vertus du dialogue, Abil a dit, on continue d'arrêter les gens. Vous savez qu'à Sokodo, on continue d'arrêter les gens. Hier même, il y a des organisations de droits de l'homme qui sont là à Sokodo, qui ont publié des communiqués comme quoi les gens ont peur même de sortir des bourses pour venir se soigner, parce qu'on les arrête. Et ce sont les mêmes personnes qui vous parlent de dialogue. Il y a un problème parce que ça fait bizarre, c'est bizarre. Pour aller dialoguer, il faut être dans un état d'esprit. Il faut montrer à l'autre que bon, écoutez, nous sommes prêts maintenant à dialoguer, mais il y a certaines choses sur lesquelles on peut fermer les yeux. Les milices qui ont tué les gens, on a arrêté un seul. On a pris un seul. Les milices avec les visages qu'on a vus, on en a pris un seul. Pourquoi c'est seulement ceux qui... On prend les gens, même les gens qui reviennent des brousses. Alors, dans ces conditions, comment est-ce que vous voulez que des gens soient dans l'état d'esprit d'aller au dialogue? Moi, par exemple, l'affaire d'Alpha Condé, moi j'ai suivi ça de près. L'avion qui est venu ici, moi j'ai vu ça. Vous avez vu l'avion? Oui, moi je savais à quelle heure l'opposition devait rentrer dans l'avion. À 6 h du matin, les gars devaient rentrer dans l'avion pour partir à Conakry. Alpha Condé a dépêché du Ghana son consul qui était arrivé la nuit ici par Kodjo Diakopé et qui discutait avec M. Fabre à Djamagbo et à Tchadam. Ils étaient arrivés à une discussion qu'on a enlevé l'Iran. Oui, ça, la dernière fois, l'opposition qui se rend dans le nord, elle n'a pas pu aller jusqu'à Kara parce que quelqu'un a voulu que ce soit comme ça. On les a renvoyés comme des vauriens pour retourner. Et vous nous parlez du dialogue. D'accord, très bien. Mais il faut quand même discuter à la fin. Hein. Allez-y. Mais il faut que les gens changent de comportement pour encourager un dialogue. On ne peut pas rester sur la situation pour rire. Vous savez, on ne peut pas rester dans le statut. Dites la vérité aux gens que leur comportement là ne nourrit pas un dialogue. Ça, c'est notre sujet. On va finir là-dessus. Je crois que nous sommes journalistes et quand tout le temps j'ai dit que nous aimons notre Togo, on a 1 minute. Il faut que de nos propos, on sente que nous sommes des pacificateurs, que nous voulons que le Togo s'en sort de cette crise-là avec beaucoup plus de préservation des vies humaines, avec beaucoup plus de préservation de nos édifices, avec beaucoup plus de sérénité. Et c'est en cela que je voudrais toujours continuer par dire, par quoi, et Ferdinand l'a dit, qu'on ne peut, même après les grandes guerres, il y a toujours des tables où les gens vont dialoguer. Parfait. Le Togo est en train de basculer.
Et je sens que à un moment, les Togolais ont commencé par vouloir ne entendre que ce qu'ils pensent dans leur chambre. Quand Abiy Alpha a attaqué, vous avez vu tout à l'heure, non, Ibn, Madame, tout ça là, on ne veut plus les voir. Alors, ceux qui ont envie de dialoguer, que ce soit du camp de l'opposition ou que ce soit du camp du pouvoir en place, que chacun fasse sa proposition. Que chacun dise que nous voulons, puisque nous sommes tout ce que nous avons dit ici. Si on ne dit rien de bon, on n'a rien fait. Quand nous avons gosillé ici, chacun dit oui, on est en train d'arrêter les gens. Mais qu'est-ce qu'on propose? La France a dit un dialogue sans condition. Oui, que l'opposition, écoutez, laisse-moi terminer, que l'opposition prépare et présente ses hommes qu'elle souhaite voir comme étant facilitateurs, que le pouvoir aussi dise et qu'on essaie de faire le point pour trouver ceux-là qui vont venir aider le Togo à sortir de cette crise. Bien. Mais je continue par croire que le Togo va s'en sortir si nous-mêmes, journalistes, nous tenons les bons propos par rapport à tous ceux qui nous écoutent. Nous allons sauver, comme tous les Togolais le souhaitent, notre pays. Messieurs, merci beaucoup. Tchaniaou Arimiaou, le patron du journal Nouvelle Opinion. Abiy Alpha, le rendez-vous. Ferdinand a été l'alternative. Et Loïc Lawson, Flambeau des démocrates. Nous vous souhaitons de passer un excellent week-end. Merci de nous avoir suivis. Appelez-moi Eric Gator. À bientôt. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.